bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, je reçois Ramin Farangui. Bonjour Ramin. Bonjour Cyrus. Alors pour ceux d'entre vous qui suivez en podcast, ça risque d'être compliqué de savoir qui est en train de parler. Pour ceux qui regardent la vidéo, ça devrait à peu près aller, quoique. Merci beaucoup Ramin d'intervenir dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, en l'occurrence d'éducation alternative, de nouvelles formes d'éducation, notamment l'éducation démocratique, dont tu es un des pionniers en France, si ce n'est en Europe. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de l'éco-village de Pourgues, que tu as cofondé et dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc première partie sur pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent, et en deuxième partie, pourquoi j'ai créé un éco-village où tout le monde fait ce qu'il veut. Avant de parler plan B pour l'éducation, on aime dans cette émission parler plan A, quel que soit le sujet traité. Et le mieux pour expliquer le système existant est peut-être de lire un passage de ton livre puis te laisser la parole. Il y a presque 150 ans, l'État a standardisé le programme et les rythmes scolaires. Aujourd'hui, ce concept d'une même école pour tous, dans ce format très particulier, nous amène à conserver son rôle historique. Une machine à trier la population humaine sur la base d'une évaluation de leurs facultés de mémorisation et de calcul. De fait, ce procédé favorise les bien-nés et maintient les exclus dans la misère sociale tout en inculquant la croyance que chacun a mérité sa situation. Le concept de l'école n'a pas été structurellement repensé depuis. Partout dans le pays, nous continuons à regrouper les enfants par tranche d'âge à l'image d'une matière première façonnée étape par étape. Nous les immobilisons derrière un bureau pour discipliner les corps et transmettons un enseignement standardisé pour formater les esprits selon un moule commun conçu par une nation militaire du XIXe siècle en danger d'extermination par son voisin, donc en l'occurrence à l'époque l'Allemagne. L'État autoritaire d'autrefois s'est octroyé un monopole de la science éducative au point d'éliminer presque toute forme d'esprit critique vis-à-vis du modèle. Ce fut d'une telle efficacité que nous persistons toujours aujourd'hui dans la croyance que cette pratique relève d'une évidence scientifiquement prouvée alors qu'elle résulte simplement de l'histoire d'une autre France. Effectivement, vu comme ça, on se rend compte que beaucoup de fondements de l'école actuelle, qui a quand même évolué depuis le 19e siècle, mais beaucoup de ses principes fondateurs datent de 150 ans. Ce plan A, néanmoins, a atteint certains objectifs, alphabétisation de masse, etc., et atteint certaines limites. Est-ce que tu veux nous expliquer, selon toi, qu'est-ce qu'il a accompli et pourquoi il atteint ses limites ? Alors, c'est clair que ce système a été hyper performant pour même permettre la civilisation thermo-industrielle d'arriver là où elle est arrivée. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de complexe militaro-industriel sans école. C'est vraiment un des piliers, un des ingrédients cruciaux et nécessaires pour fabriquer une masse de travailleurs qui contribuent à cette organisation. Et puis ce qu'elle a accompli de positif, j'ai un peu du mal à répondre à cette question aujourd'hui parce que faut vraiment se projeter du coup dans cette France d'autrefois, enfin dans ce monde d'autrefois pour le comprendre. Et vu que je suis complètement passé à autre chose, j'ai maintenant du mal à voir les bénéfices de ce dispositif. Oui, on s'entend, il a permis effectivement à une masse de personnes d'accéder à une instruction et donc d'avoir les outils pour ouvrir son esprit, pour étudier des choses, pour accéder à un savoir auquel ils n'avaient pas accès avant, et où ils étaient bloqués dans un monde paysan, ouvrier, dans lequel il n'y avait pas tout ce savoir. Une fois qu'on a dit ça, maintenant la population est instruite, et les parents, de fait, d'ailleurs qu'ils le veuillent ou non, transmettent une certaine instruction à leurs enfants, qu'il y ait école ou pas. Et donc il y a des nouvelles questions à se poser, qui sont plus en adéquation avec l'ère du temps, qui, de mon point de vue, on n'est pas en train de se poser aujourd'hui. Et donc la limite qu'on a atteinte, oui, pour moi, c'est une limite, j'ai envie de dire, idéologique, philosophique. C'est la limite de se retrouver empêtré dans une tradition qui est tellement forte qu'on n'arrive même plus à penser une éducation qui sera en adéquation avec notre temps et encore moins en adéquation avec les temps qui viennent. Avant de passer effectivement à l'alternative, est-ce qu'on n'atteint pas aussi une limite tout simplement par le fait que le niveau d'instruction et donc l'objectif qu'on s'est fixé, ce niveau d'instruction baisse. On le voit non seulement par notre dégringolade dans les classements PISA, on le voit chacun aussi au jour le jour dans la dégradation du niveau d'orthographe. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, mais globalement, le niveau d'instruction baisse. Est-ce le système en soi qu'il faut réformer ou est-ce qu'il faut aller vers quelque chose de totalement nouveau pour quand même renforcer les bases que sont lecture, écriture, calcul ? Alors, il y a quelques tendances. Non seulement le niveau d'instruction baisse,
quoique le classement de la France reste quand même relativement stable dans PISA, autour du 20e ou du 25e, je pense, pays. Après, il y a aussi quelque chose qui est, je pense, plus préoccupant pour les décideurs, c'est que le niveau du QI moyen baisse. On pourrait dire beaucoup de choses sur le QI, comme quoi ça veut rien dire, etc. Mais il y a quand même un couplage QI-PIB qui est quelque chose qui a été quand même démontré par la recherche. Et donc c'est quand même intéressant de regarder ces mesures parce qu'elles viennent éclairer sur des méta-mesures dont on a besoin pour regarder un peu l'évolution de la société. Et donc, oui, plus le PIB, plus le niveau du QI moyen d'une population augmente, plus la nation devient riche. Et la France, donc le QI moyen de la France baisse, mais ça c'est un phénomène de toute façon qui est assez généralisé, il ne baisse pas forcément plus que dans d'autres pays, même il se débrouille plutôt mieux. Mais en tout cas, la baisse du QI moyen est quelque chose d'extrêmement préoccupant, en combinaison aussi avec cette baisse moyenne du niveau d'instruction. Alors que, ce qui est paradoxal, c'est que les profs, donc ça c'est intuitif et je n'ai pas vraiment d'études qui le démontrent, mais les profs font de mieux en mieux leur travail. Par effet d'expérience, c'est évident que pour transmettre le programme scolaire et pour faire leur travail de manière professionnelle, en fait, les profs améliorent de plus en plus leur pédagogie, leur technique, leurs moyens de transmission. Donc voilà, toutes les réformes qui proposent par exemple de dire on va mieux former les profs, ça personnellement j'y crois pas. Toutes les réformes qui disent on va améliorer les méthodes pédagogiques, etc. De toute façon, il y a par effet d'expérience, par le fait que les profs font leur taf et ont une conscience professionnelle, ça s'améliore de jour en jour. Donc le phénomène vient d'ailleurs et moi je pense que ça vient vraiment d'une prise de sens du système en fait. C'est les enfants qui vont à l'école et qui trouvent de moins en moins de sens à être là, qui ont de moins en moins confiance en leur école comme étant quelque chose qui va leur apporter ce dont ils ont besoin pour leur vie. Et c'est là-dedans qu'on se retrouve empêtré. Donc on est en train de regarder... Après la concurrence d'Internet, les écrans, tout ça, est-ce que ça peut jouer un rôle ? Ouais, je pense aussi. Donc il y a Desmurget qui a publié La fabrique du crétin digital. Bon, c'est hyper à charge contre les écrans et tout ça, et c'est pas forcément... même la communauté scientifique doute de la pertinence scientifique, mais il cite pas mal d'études qui montrent la corrélation entre, on va dire, crétinisation et utilisation d'écran. Et moi, mon intuition, c'est que c'est surtout la dégradation de la qualité du lien de l'enfant avec ses parents, avec ses pairs, etc. Et c'est pas du coup les écrans directement, c'est le fait que les écrans, oui, le détournent du contact avec la vie réelle et avec les gens. Et qu'on devrait plutôt que de pointer négativement les écrans, en fait, pointer c'est comment faire pour améliorer la qualité du lien social dans les écoles, dans les familles, etc. D'accord. On peut penser que les familles des années 60, 70 avaient une éducation plus stricte, plus dure envers leurs enfants. Aujourd'hui, on peut peut-être plus parler d'enfants rois, alors que du coup, tu es très concerné aussi par les questions d'éducation parentale et très impliqué aussi sur ces questions-là. Quelle est la forme d'éducation parentale, on va dire, qui puisse être la plus stimulante et positive pour l'enfant ? Je pense que la tradition, enfin la méthode à l'ancienne, c'est d'établir l'autorité de l'adulte, que ce soit le prof ou le parent, de manière, on va dire, indiscutable. C'est-à-dire que la première règle, c'est tu obéis à l'adulte. Ça, moi, j'y crois pas dans le sens que je pense que pour qu'un enfant développe réellement un rapport à la règle qui est sain, il a besoin de l'internaliser, de la comprendre et de connaître le pourquoi. Il a besoin de se poser des questions, de développer son esprit critique par rapport à la légitimité de l'autorité qui s'impose à lui, et que cette autorité soit internalisée, qu'il développe son papa-maman intérieur pour s'auto-déterminer, s'auto-gérer, s'auto-guider dans la vie. Et donc moi je crois beaucoup plus en traiter l'enfant comme une personne à part entière, discuter, négocier, expliquer, affirmer ses propres limites, tout comme quand l'enfant est en train d'essayer d'affirmer lui ses propres limites, bah oui, on se retrouve dans un conflit, on est en train de cohabiter dans une communauté ensemble, et puis on doit se mettre d'accord finalement sur des limites communes. Et c'est là les fondements même de l'éducation démocratique, c'est qu'on est dans un processus de négociation avec les enfants et on n'impose pas juste quelque chose de descendant qui n'a pas besoin d'être expliqué
et qui relève de juste l'apprentissage de la soumission à une autorité de manière aveugle et indiscutable. On va parler des écoles démocratiques, absolument. Donc pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as fait cela. J'ai préparé cette interview pendant 35 ans, donc je connais à peu près ton parcours. Il y a 4 ans, il t'est donc venu l'idée de fonder une école démocratique hors contrat, donc qui doit avoir un modèle économique stable sans aucune subvention, avec un loyer à payer qui pèse lourd dans les charges, avec beaucoup de barrières administratives pendant des mois, et en seulement, il me semble, 6 mois, si ma mémoire est bonne, tu as lancé une école démocratique, l'école dynamique, dans le 14e arrondissement de Paris, qui, dès sa première rentrée, quasiment a été remplie, ce qui dénote une forte demande des familles. C'est une école qui, depuis 4 ans, tourne autour de une quarantaine d'enfants, quarantaine de membres, on va dire. Comment t'es venue l'idée ? Comment se sont déroulées les premières années et quel est ton retour d'expérience de la plus-value de ce système d'école démocratique pour les enfants ? Alors, déjà, la question éducative me passionne depuis que je suis petit. Voilà, comment ça se fait qu'il y en a qui sont forts à l'école, d'autres moins forts. Qu'est-ce qu'il faut à un enfant pour qu'il soit réellement prêt pour la vie, etc. Donc je me pose des tas de questions depuis que je suis petit. Et dans mon métier, donc j'ai pratiqué le métier de prof au collège-lycée, prof de maths et de physique pendant 2 ans et demi. Et je me suis assez rapidement rendu compte que là, on avait affaire en fait à la racine du problème. C'est là que la société prend racine. Et si la société atteint une sorte de plafond de verre ou de limite dans son évolution et qu'elle n'arrive plus à passer à autre chose, c'est principalement dû au fait que l'école est bloquée dans un certain schéma. Et le moment où j'ai eu un gros déclic en fait pendant mon expérience de prof, c'est que moi j'imaginais que les élèves soient motivés, que moi j'aurais un certain, que ma fougue soit contagieuse et que en fait il y ait une certaine émulation dans la classe. Et il n'en était rien du simple fait que, a priori, ils ne sont pas motivés pour venir faire des maths et de la physique. Et donc ça, c'était la grosse première prise de conscience. C'est clair que moi, tous les apprentissages que j'ai eus dans ma vie et qui ont réellement été efficaces, c'est que j'étais a priori motivé pour me dédier à un domaine. Donc ça, j'ai vu ça comme un des premiers ingrédients nécessaires à des apprentissages efficaces. Et après, un autre déclic que j'ai eu à un moment donné, c'est la cloche a sonné à la fin d'un de mes cours, un peu comme d'habitude, mais il y a un moment donné où ça m'a quand même frappé. Je me suis dit, en fait, la journée de l'enfant est segmentée d'une manière à ce qu'il doit passer d'une chose à une autre 6 fois par jour. Et que moi, de mon souvenir, là où je suis vraiment devenu bon dans un domaine, c'est que je pouvais m'y dédier du matin au soir sans limite de temps et que j'étais vraiment passionné dans ce que je faisais, et que j'étais dans mon flow et qu'il n'y avait personne pour m'arrêter et pour me dire maintenant tu passes à autre chose et tu vas faire de la biologie alors que tu es passionné par je ne sais quelle autre chose. Et donc je me suis dit, en fait, l'école de rêve, ce serait une école où les enfants pourraient se dédier réellement à ce qu'ils aiment, ce qui les motive a priori, et sans limite de temps. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il existe ce genre d'école ? Et j'ai découvert que ça existe depuis un siècle. Et notamment, il y a une école qui existe depuis 52 ans qui s'appelle Sudbury Valley School qui m'a énormément inspiré. Aux États-Unis ? Aux États-Unis, donc proche de Boston. Et j'ai basé le concept de l'école dynamique sur Sudbury Valley School. Tout à fait. Quel est le retour d'expérience de cette Sudbury Valley School, pas seulement en termes de niveau, mais de parcours, de trajectoire des élèves qui en sortent ? Ouais, donc ils ont en ce moment entre 100 et 150 étudiants. Ça fait 52 ans que du coup, il y a des centaines et des centaines de jeunes qui sont sortis. Certains qui ont fait que 3 ans, par exemple, entre leurs 15 et leurs 18 ans, donc qui n'ont pas eu une éducation, on va dire, 100% Sudbury Valley School. Mais d'autres, et c'est ceux qui m'intéressent le plus, franchement, qui ont commencé à Sudbury Valley School à peu près à 4 ans et qui en sont sortis à peu près 18 ans. Et on voit des parcours assez géniaux, par exemple quelqu'un qui a commencé les maths à 15 ans et qui se retrouve être professeur de mathématiques à l'université, une personne qui a fait que de la cuisine et de la photo pendant tout son parcours et qui se retrouve à devenir Oscar du meilleur documentaire après avoir fait quelques années en tant que chef dans un resto. Une autre personne qui a fait de la pêche pendant 5 ans de sa vie, entre ses 10 et ses 15 ans, j'en parle un peu dans mon TEDx, et qui se retrouve à devenir un informaticien expert dans une grande entreprise américaine à partir de ses 18 ans et à faire ses études en parallèle à l'université. Donc voilà, des parcours souvent brillants, et surtout qui sont des parcours choisis, et c'est ça le plus intéressant. Ça veut dire que c'est pas pour faire plaisir à papa-maman, c'est pas pour faire plaisir à une autorité externe que ces gens ont fait ce qu'ils ont fait.
Ils se sont vraiment connectés à leur boussole interne, ce qui les anime dans la vie, ce qui les intéresse. Et ils ont vraiment eu le temps et l'espace pour se découvrir et développer cette confiance en eux et cet optimisme pour se dire je vais tenter de devenir bon dans mon domaine et de me dédier à ça toute ma vie. Et souvent ils y arrivent. Tous ceux qui veulent à l'université, en général, ils ont leur premier choix et ils vont à l'université. Plus de 80% de ceux qui sortent de Sudbury Valley School vont à l'université. Et voilà, et c'est même pas la mesure la plus importante. Pour moi, finalement, je mesure le succès de Sudbury Valley School à l'aune de questionner les gens qui en sont sortis et leur poser des questions du genre: est-ce que vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Et en général, la réponse est oui. Et moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. D'accord. Tu es inspiré par cette expérience et tu veux reproduire la même chose donc à Paris. Tu découvres, après une expérience en Espagne où tu as également enseigné ou qui t'a renforcé dans ces convictions-là, tu découvres qu'il y a toute une communauté, on va dire, de unschoolers, d'autres familles qui aspirent beaucoup à ce genre de modèle. Ça t'encourage à ouvrir cette école, sans rentrer trop dans le détail des procédures, etc. Mais ce fut douloureux et je m'en rappelle bien. Mais du coup, ça a fait des émules. Une quarantaine d'autres écoles démocratiques ont ouvert en France dans la suite de la première année de l'école dynamique dans le 14e arrondissement. Donc manifestement, il y a une demande, pas que à Paris, mais dans beaucoup d'autres régions. Si on s'en tient à l'école dynamique et à ce que tu as vu de l'intérieur en tant que cofondateur et puis animateur, une question qui va venir tout de suite, c'est comment les enfants apprennent à lire et écrire, que font-ils de leur journée, surtout comment ils font pour apprendre à lire et écrire, surtout s'ils viennent dès la maternelle. Ouais, donc apprendre à lire et à écrire, je vais répondre assez simplement, c'est un peu comme n'importe quelle autre chose, ils apprennent en essayant et en faisant. Ils apprennent comme ils apprennent à parler. C'est-à-dire qu'un jeune enfant au début va se planter en permanence, il ne va pas réussir à aligner deux mots de manière correcte, etc. Mais on voit qu'il essaye et qu'il a la volonté et qu'il a une sorte d'élan de vie pour y arriver. Et c'est cet élan de vie permanent pour accomplir et pour acquérir ce savoir qui permet finalement de l'avoir. Donc oui, il n'y a pas de méthode rébarbative BA, qui est déployée comme ça systématiquement. En fait, chaque enfant finalement poursuit sa manière d'apprendre la lecture et l'écriture à son propre rythme, à sa manière, tout simplement en essayant et parce qu'il a un but à accomplir. Je vais donner un exemple concret. Pour jouer aux jeux de société, souvent il y a des choses qu'on a besoin de savoir lire. Ici à Pourg, il y a des enfants qui ont appris à lire à travers Minecraft parce qu'il y a besoin de savoir lire pour jouer, pour aussi pouvoir lire ce que tes copains sont en train d'écrire, vu qu'on joue en ligne et qu'on communique ensemble et qu'il y a un chat, voilà, pour pouvoir chatter, etc. Donc l'entrée dans l'écriture et dans la lecture se fait souvent comme ça maintenant. Sudbury Valley School, il y avait une époque où les plus tardifs apprenaient à lire à 13, 14, 15 ans. Maintenant, ça ne se voit plus du tout. Dans cette école, c'est 11 ans l'âge maximum, parce qu'on a tellement besoin pour naviguer sur Internet, pour plein de choses, de savoir lire, qu'il y a une motivation suffisante pour le faire à cet âge-là. Et ce que je trouve beau, c'est que oui, on attend que le besoin réel se manifeste et qu'on arrête d'apprendre des trucs au cas où. Oui, je t'enseigne un truc au cas où tu en auras besoin. Bon, c'est tout ce qu'on aura besoin de savoir lire et écrire. Mais on arrête cette posture de je t'enseigne parce que je suis sûr, moi, autorité externe, que tu en auras besoin. Du coup, ça vient de l'intérieur et c'est plus efficace. Okay. Moi, par exemple, j'ai appris à 4 ans, avant l'heure, parce que ça m'amusait, j'apprenais en jouant. Mon fils Zéya, qui a 3 ans, il est déjà en train de commencer à apprendre à lire parce qu'il joue avec les lettres. Donc, s'il fallait résumer, oui, ils apprennent en faisant et en jouant par un enthousiasme, une joie naturelle et un plaisir d'apprendre. Okay. Et comment naissent les vocations pour, on va dire, les adolescents ou ceux qui s'approchent du bac à l'école dynamique ? Ils sont au contact du monde réel, donc ils font plein de rencontres qui les animent. Il y a un moment donné, ils trouvent leur truc. C'est un peu une rencontre magique qui est difficile à décrire. Moi, ma rencontre avec l'éducation, oui, pourquoi l'éducation et pas autre chose? Finalement, c'est des choses qui sont assez mystérieuses et on ne sait pas trop. Après, quelques exemples. Voilà, une fille qui s'est inscrite en fac de géographie à Grenoble, et qui finalement au bout d'une année de fac se rend compte que c'est pas... Voilà, finalement c'était parce qu'on dit qu'il faut absolument aller à l'université qu'elle a essayé de trouver un truc, mais elle voyait qu'elle n'était pas vraiment passionnée. Mais en tout cas elle a essayé, elle a donné une chance, et finalement elle se retrouve à travailler avec son père dans la restauration, tout ça. Une autre fille qui a... passionnée d'audiovisuel et qui à 16 ans a intégré une école post-bac, donc 2 ans avant l'heure. Finalement voilà, il n'y a plus d'âge finalement pour passer
d'une étape à une autre et puis se dédier à sa vocation. Donc voilà, elle a fait ça pendant un certain temps, je ne sais plus trop où elle en est maintenant, mais en tout cas oui, les ados, vu qu'ils ont le temps justement de se questionner sur ce qu'ils veulent, sur qui ils sont, ont plus de chances, de mon point de vue en tout cas, de faire la rencontre d'une certaine vocation que dans un système où ils sont occupés en permanence à avoir plein de devoirs, à faire le programme scolaire et tout ça, qui finalement te guide plutôt vers une vocation de prof et de chercheur, en tout cas te met vachement dans cette disposition d'esprit-là, plutôt que tout autre domaine professionnel de la vie, quoi. Vous avez un groupe très très éclectique d'enfants et d'adolescents. Il y a des familles très convaincues par ce mode d'éducation. Il y a des familles qui ont un peu tout essayé et dont aucun mode d'éducation ne correspond vraiment aux enfants et qui vont d'alternative en alternative. Il y a des enfants avec des difficultés cognitives. Voilà, comment marier un petit peu tout ce beau monde? Est-ce que c'est pas un peu aussi une école difficile à gérer? Oui, effectivement, un groupe très diversifié, certains qui arrivent, qui sont une sorte de cas désespérés, on peut dire, et d'autres qui en fait viennent par conviction. Et oui, bien sûr qu'on a 1 million de problèmes humains à gérer, et il y a souvent des conflits, surtout que les enfants sont en interaction libre toute la journée, que tous les âges sont mélangés, que voilà, enfin que les enfants viennent de différentes cultures familiales où le rapport à la règle, par exemple, n'est souvent pas le même. Et du coup, comment est-ce qu'on gère tout ça? C'est un système démocratique et autogéré où les enfants et les adultes ensemble, on va déterminer quel genre d'ambiance on veut, comment est-ce qu'on veut préserver cette ambiance, quelles règles on vote et on pose. Et effectivement, les enfants ont une énorme responsabilité, un énorme pouvoir dans cette école parce que c'est même à eux de déterminer quel genre de sanctions on propose quand quelqu'un, par exemple, a mis le bazar dans une salle, quand il a manqué de respect à quelqu'un, qu'il a agressé, par exemple, une autre personne. Et c'est des décisions pendant lesquelles on délibère longuement, on discute, on négocie, on essaye de se comprendre avec la personne qui a transgressé la règle, et puis à la fin, quand c'est nécessaire pour préserver la sécurité du lieu, on décide de sanctions. Oui. La gestion budgétaire est autogérée aussi? Même la gestion budgétaire est autogérée. Après, le truc, c'est qu'on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Il y a un loyer à payer, il y a quelques salaires à payer. Et du coup, il y a un budget de 5 000 € à peu près qui, lui, est autogéré par les membres du lieu, donc les enfants et les adultes. Il y a une sorte de liste d'achats qui est transparente et disponible en permanence, où les personnes écrivent leurs souhaits. Et ensuite, quand il y a, on va dire, débat, il y a conflit sur un sujet, c'est ramené à un conseil qui va statuer ultimement si on a envie d'acheter, par exemple, un piano ou pas, si on veut investir dans tel projet ou pas, quoi. D'accord. En quoi ça diffère? On pense souvent, quand on parle éducation alternative et école hors contrat, on pense souvent à Montessori. En quoi est-ce que l'école dynamique et plus généralement les écoles démocratiques et libres diffèrent de Montessori? Alors, la différence, donc, et qui va se voir directement quand on entre dans une école Montessori ou une école Sudbury, une école Montessori, on va voir que les enfants sont en train de coopérer sur des ateliers d'apprentissage spécifiques d'une certaine notion liée à leur instruction. Alors que quand on entre dans une école Sudbury, on voit principalement des enfants discuter, jouer, interagir de manière libre comme ils le feraient, j'ai envie de dire, dans une grande maison familiale. Alors comment ça se fait qu'on arrive à ces résultats-là? C'est parce qu'à la base, ces deux écoles ne répondent même pas à la même question quelque part. La question à laquelle répond Montessori, c'est comment vais-je développer une pédagogie qui est la plus efficace pour acquérir les différents langages, l'écriture, la lecture, etc., et acquérir une instruction, et comment mettre l'enfant en situation d'activité, comment développer les fonctions exécutives qui lui permettent d'être le plus performant possible dans ses apprentissages. Donc ça, c'est la question Montessori. Et la question Sudbury, c'est quelle est la finalité même de l'éducation? C'est de devenir une personne indépendante qui trouve ses propres moyens de subsistance, qui va devenir un bon parent, un bon ami, enfin bien dans ses relations, et qui va trouver son propre sens dans la vie. Et donc quel environnement je mets en place pour qu'il puisse justement développer cette capacité, cette propre boussole interne dont je parlais tout à l'heure, pour déterminer sa propre vie. Et donc on voit que forcément le résultat va être assez différent. Dans le premier, il y a un éducateur qui va mettre en place un contexte pour accompagner l'enfant dans certains apprentissages, alors que dans le deuxième, il y a des fondateurs qui vont mettre en place un cadre de liberté où la personne suivra ses propres élans et trouvera son propre chemin.
D'accord. Bravo pour tout ça, hein. C'est une sacrée entreprise. Voilà, j'ai vraiment suivi pas à pas toutes les difficultés administratives, financières. Tu sais que c'est galère, donc c'est très courageux. Quelles sont les suites? Alors il y a manifestement une demande des familles, il y a des écoles démocratiques qui ouvrent. Après, je pense que si tu fais appel plutôt à la diversité éducative, que des modèles nouveaux, qui soient différents du tien, puissent aussi émerger, que les familles aient une offre diversifiée. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, plus généralement, les diverses formes d'éducation alternative bourgeonnent un petit peu davantage en France? Qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se développe davantage? Yes, alors en plus tu fais bien de mentionner les galères parce que en ce moment, donc d'une année à l'autre, tout à coup ça a beaucoup changé. Les écoles démocratiques, en fait, partout en France, sont attaquées par le gouvernement. Les inspecteurs déboulent avec un processus qui est clairement à charge et ils sont en train d'essayer de faire fermer des écoles démocratiques. Il y a une école à Quimper dont les parents ont reçu une injonction de scolariser leurs enfants ailleurs et ils sont dans une procédure judiciaire et tout ça. Et partout en France, c'est un peu le même schéma qui est en train de se profiler. Donc oui, clairement, on est en train de rencontrer des difficultés assez énormes qui ont été rencontrés dans d'autres pays et qui ont finalement été surmontés. On espère que ce sera pareil. Pour quelle raison l'État vient on va dire, mettre des bâtons dans les roues? Je pense que c'est principalement par ignorance en fait. Ils n'ont pas le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe et quand ils entrent dans ce type d'école et qu'ils voient juste des enfants jouer et mener librement leur vie, ils se demandent mais c'est quoi ce truc? Ça ne ressemble pas à une école. Où sont les cahiers? Où sont les devoirs? Et quand ils ne voient pas les repères qui sont liés à la tradition scolaire qu'ils ont connue depuis toute leur vie et depuis plusieurs générations, c'est extrêmement inquiétant et ils ont vraiment peur. Ils ont peur pour l'avenir de ces enfants, ils ont peur en tout cas. Et la peur déclenche ce genre de réaction. Et c'est dommage parce que nous, il y a énormément de mains tendues pour coopérer, pour se poser ensemble autour d'une table, pour davantage expliquer ce qu'on fait, pour établir un protocole d'inspection qui soit davantage adapté à nos écoles. Donc on n'est pas dans une logique de confrontation et de guerre en fait. Mais là, la guerre est déclarée de leur côté et nous, on essaye de continuer à dire on aimerait discuter quoi. Mais voilà. Quelles sont les exigences minimum à remplir pour pouvoir continuer à fonctionner? Enfin, il y a des inspections, vous remplissez les critères, donc voilà. Quels sont les critères finalement à remplir? Le problème, c'est que c'est assez flou parce que la loi sur l'instruction obligatoire, elle ne détermine pas vraiment des critères de il faut que les enfants sachent faire ça à tel moment. C'est plutôt des repères qui sont donnés, qu'il y a un socle commun de savoir que les enfants doivent tous acquérir. Et c'est les différents langages, lire, écrire, compter, etc. Et avoir une connaissance de l'histoire, développer son esprit critique, développer des qualités, enfin des compétences du citoyen dans une démocratie. Et donc il y a des choses sur lesquelles ils reconnaissent qu'on se débrouille super bien, notamment la dernière chose que je mentionnais. Et d'autres sur lesquels ils sont plus inquiets. Le premier reproche qu'ils nous font, c'est qu'il manque de traces écrites et que les enfants n'ont pas des classeurs, des cahiers, etc. où ils font leurs traces. Et c'est normal, c'est parce qu'à l'ère du numérique, ils font énormément de choses à travers leurs recherches qu'ils font sur Internet, etc. Et donc c'est difficile pour nous de montrer des preuves. Et en fait, il nous faudrait énormément de temps, comme ceux de Rival School l'a eu, 5, 10, 15 ans, et de montrer que les anciens sont des personnes intégrées, qui sont bien dans leur vie, qui font le métier qu'ils ont envie de faire, etc. Et ça, ils ne laissent pas le temps. Ils veulent vérifier, en fait, étape par étape, comme on fait dans une école, il y a des traces qui prouvent qu'ils ont acquis tel savoir à tel moment. Donc voilà, il y a un malentendu fondamental. Et donc, l'avenir des écoles démocratiques en France, moi, ce que je vois, c'est que la demande va continuer de croître. De plus en plus de personnes vont être acquis à la cause et voudront ce type d'éducation pour leurs enfants. Et j'ai l'impression que le gouvernement, s'il ne freine pas cette initiative et qu'il permet la diversification du paysage éducatif, et oui, c'est en aucun cas dogmatique, moi mon plan c'est pas que toutes les écoles deviennent démocratiques, c'est que les équipes qui ont envie de créer une école démocratique, qu'elles puissent le faire, et au sein même du public. Au sein du public, je connais plein de profs qui sont membres de l'association des écoles de l'éducation démocratique, qui ont envie de développer ce genre de choses au sein du public, qui sont en train d'essayer de le faire, et pour beaucoup d'entre eux, ils ont réussi dans leur classe à faire quelque chose. Mais en fait, il faudrait permettre à ces profs de se réunir entre eux, de former un projet cohérent avec un directeur d'école qui porte cette vision-là. Et là, au sein du public, on aurait des écoles démocratiques. Et moi, c'est ce que je souhaite, parce que je souhaite que en fait, ce type d'éducation soit accessible aussi à tous, et pas que à ceux qui ont les moyens de payer une école privée. Et donc, comment rendre cette vision possible ? C'est en arrêtant ce mode d'organisation un peu à la soviétique, où on place des profs, on les mute, et puis en fait, il y a une organisation centrale qui les met là où la cellule centrale veut les mettre, mais plutôt qu'ils puissent postuler pour des écoles où un directeur est porteur d'une certaine vision,
où les parents, même pourquoi pas, voteraient pour ce directeur d'école parce qu'il aurait cette vision-là. Et puis qu'il recruterait sa propre équipe pour mener sa vision. Et là, on aurait un paysage divers et on n'aurait pas toute la France qui fait le même truc partout de la même manière. Donc ça bouge un peu au sein de l'éducation nationale. Alors, est-ce que ça pourrait aller plus vite? Je ne sais pas. Bon, y a des instituteurs sensibles au message, par exemple, de Céline Alvarez. Moi, alors, mes enfants vont à l'école publique. Alors, certes, une école du 15e arrondissement plutôt bien dotée, à la fois en maternelle et en primaire, mais où la mentalité et l'approche et la manière de faire évoluent. Il y a par exemple les temps de ce qu'ils appellent décloisonnement. Donc rien que d'appeler décloisonnement, derrière il y a quand même un aveu comme quoi notre école est trop cloisonnée, c'est-à-dire la séparation par classe d'âge. Donc il y a des temps de décloisonnement où mon fils fait des activités avec des enfants d'autres classes d'âge. Il y a beaucoup plus d'activités, on va dire, entre guillemets, extrascolaires et une diversité d'activités type yoga, théâtre, etc. par rapport à notre époque. Je sens qu'en 25 ans, ça a quand même évolué. Peut-être aussi que les directeurs et les instituteurs ont en fait plus d'autonomie qu'ils ne l'imaginent pour faire les choses un peu à leur manière, mais s'autocensurent peut-être. Donc effectivement, peut-être dire quelques mots de plus sur comment l'école telle qu'elle est, on va dire classique, peut évoluer, parce que manifestement, en interne, enfin du moins beaucoup d'échos que j'ai de la part d'enseignants et de directeurs en interne me disent nous sommes conscients des problèmes que nous évoquons depuis le début, et nous faisons lentement bouger les choses. Mais alors effectivement, plus d'autonomie aux directeurs, pourquoi pas carrément un directeur élu, tu as dit, par les parents d'élèves. Quelles autres voies de réforme ou d'évolution pourrait-on imaginer pour surtout aussi davantage préparer les enfants à un monde qui va être assez différent de celui qu'on a connu, peut-être un monde en décroissance énergétique, peut-être un monde où il va falloir se montrer débrouillard, autonome, avoir certaines compétences sociales et techniques, et avoir une certaine polyvalence, alors qu'on peut penser que le système éducatif tel qu'il existe nous prépare surtout à rentrer dans une case très spécialisée, voilà, sans forcément prendre en main son autonomie. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Je trouvais aussi qu'une école libre y contribuait, un peu donner la conscience comme quoi c'est à soi-même de prendre en main son destin et ne pas attendre que les choses se fassent à notre place. Voilà, je digresse un petit peu, mais par quelle voie est-ce que l'éducation nationale pourrait se réformer? J'aime bien le titre de ta chaîne qui est Plan B. En fait, le plan B qui se profile, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un plan B? C'est parce qu'on sent qu'on est en train d'atteindre un point de bascule où l'avenir est très incertain. Et je pense que ça, c'est vraiment l'adjectif clé. On vit de plus en plus l'incertitude et des changements et des bouleversements qui sont de plus en plus rapides. On dit souvent qu'il y a 5-10 ans, la moitié des métiers qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Donc comment préparer en fait, des enfants à un monde qu'on ne connaît pas? Moi, mon intuition, c'est en planifiant et en contrôlant le moins possible leur vie. Et c'est ça le message que je porterai principalement à toutes les écoles. C'est comment mettre l'enfant en situation où il fait face à de l'incertain, il fait face à de l'inconnu. Et moi, ma réponse à ça, en tout cas, c'est que le jeu libre, c'est le principal vecteur d'apprentissage de apprendre à se débrouiller dans un tas de situations diverses, faire preuve de créativité et d'imagination, puiser dans les ressources que là j'ai à disposition maintenant pour atteindre un objectif. Et voilà, mobiliser pas que mon intellect et ma tête, mais en fait les trois centres, voilà, mobiliser mon esprit, mon cœur, mon corps, dans une entreprise où les paramètres sont changeants, où je ne sais pas dans 10 secondes ce que je vais devoir faire pour me débrouiller face à la situation nouvelle. Donc en fait les mettre dans des situations où on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense que le pire message qu'on puisse donner à un enfant aujourd'hui, c'est tu feras de la petite section ce qu'on te dit jusqu'à la terminale, tu obtiendras ton bac et tout se passera bien pour toi grâce à ça. C'est quand même une narration qu'on a de plus en plus de mal à vendre, et je pense que d'ailleurs c'est vu le chômage des jeunes, vu etc. Ça crée des frustrations, oui. Et d'où la prise, je pense, spirituelle, la prise de sens dans laquelle se trouve l'école et les élèves et même les profs et les parents. Enfin, tout le monde se retrouve dans cette crise et ne sait pas vers quoi se diriger. Et on est quand même dans un système où, comme le disait Stéphane Linou l'autre jour, on attend tout de Papa État, ou alors d'avoir un poste tout prêt à la sortie.
Et lorsqu'on voit dans les statistiques, que ce soit pouvoir d'achat, PIB, chômage ou que sais-je, mais qu'il y a une masse croissante de la population qui se retrouve non seulement marginalisée de tout ça, mais qui peut quand même ressentir certaines frustrations quand il y a une minorité quand même de moins en moins nombreuse qui bénéficie du système, et je ne dis pas profit du système, qui en bénéficie et qui trouve effectivement les bienfaits, mais qu'une majorité croissante s'en retrouve coupée, alors qu'on avait peut-être promis monts et merveilles et que tout allait bien se passer, qu'il fallait faire ceci, cela, et on se rend compte que d'ailleurs de plus en plus de gens font des études de plus en plus longues sans forcément quelque chose à la sortie, alors que, entre guillemets, jadis, même sans un bac, on pouvait trouver un travail qualifié. Donc oui, effectivement, tout cet investissement dans l'éducation pour ce qu'on voit à la sortie peut être un peu frustrant. D'ailleurs, tu as lourdement investi aussi toi-même dans ton éducation. Il faut rappeler, tu as été à Cornell University, tu as été à l'École centrale de Paris, tu as travaillé dans un très grand cabinet de conseil, le BCG, et tu t'en es extrait pour justement jouir davantage de liberté. Je trouve qu'on est effectivement et ça va faire le pont vers l'éco-village de Pour, dont on va parler, parfois volontairement, même avec un très haut niveau d'études, les gens s'enchaînent dans une vie alors qu'ils ont peut-être choisi, mais dont ils se plaignent beaucoup. J'ai trop de travail, et puis il y a beaucoup de temps de transport, et puis j'ai pas le temps de voir mes enfants, etc. Et puis des années et des années, puis je me suis endetté, à la limite, si c'était un choix, mais beaucoup de gens se plaignent de situations où la crise de sens et pas assez de temps libre, et on peut quand même penser que dans beaucoup de cas, ils ont fait tous les choix pour se retrouver là-dedans. Donc on se retrouve dans une situation quand même très étrange, où on est dans une société de plus en plus riche, qui crée une masse de richesse incroyable, mais à certains égards de moins en moins libre, du moins par ceux qui sont très très pris par soit leur carrière, soit leur travail, ou de moins en moins libre parce que au contraire, des gens qui ne font pas carrière, qui ont des métiers très faiblement rémunérés et qui se retrouvent avec un niveau de dépenses contraintes très très élevé, où passé le 15 du mois, il n'y a déjà plus rien, alors qu'il reste à payer encore des dépenses contraintes. Donc il y a quand même cette tendance assez forte, je trouve, vers de moins en moins de liberté, et je ne parle même pas de la confiscation croissante de notre pouvoir démocratique, à échelle notamment nationale, où on ne peut pas, sans rentrer en détail, considérer que nous sommes en démocratie, où on nous demande notre avis tous les 5 ans, avec de faux choix, où beaucoup de gens votent quand même par défaut, et non pour un projet de société de long terme. Une fois qu'on a dit tout ça, tu décides de quitter l'école dynamique, qui tourne toujours, un autre staff est en train de le gérer, et de quitter Paris pour venir t'installer en Ariège, à l'éco-village de Pourgues, donc une grande bâtisse qui peut loger une bonne vingtaine de personnes, 50 hectares de terre, voilà. Enfin, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, il y a un moment donné dans le parcours de l'école, je me suis rendu compte que en fait, ce qu'on vivait de 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi, pour moi, c'est toujours trop contraignant. Voilà, je me suis dit, mais même pourquoi en fait j'aspirais à finalement élargir ça à tout un mode de vie. Et puis, il y a la question aussi du staff, justement, qui traverse toutes ces galères et qui relève 50 000 challenges administratifs pour que ce cadre de liberté soit possible pour les enfants, et finalement qui est enchaîné à un travail où lui-même... c'est passionnant de s'occuper d'une école démocratique, et je pense que le staff de la quarantaine d'écoles démocratiques en France s'éclate à faire ce job, mais j'aspirais à quelque chose de plus diversifié que ça. Et je me rendais compte aussi, oui, que la vie à Paris, je subissais toutes les contraintes de la pollution, du stress, etc., sans jouir vraiment. J'étais tellement passionné par mon projet que je jouissais plus tant que ça du foisonnement culturel qu'on peut trouver à Paris. Donc plein de raisons m'ont amené à me dire, tiens, et pourquoi pas l'éco-village, quoi, qui est un vieux rêve un peu que j'avais depuis 8 ans. Et que j'avais... Ce qui personnellement me frustre à Paris, où j'aime ma ville et je continue d'y passer les 3 quarts de mon temps, c'est là que j'ai une grande partie de mon travail, mais j'aime passer une part croissante de mon temps ici. À Paris, c'est difficile de faire système, de faire de l'économie circulaire, de faire des circuits courts. On ne sait pas tout à fait d'où viennent les choses, on ne sait pas où elles partent. On peut au mieux faire de la sobriété, donc un peu se priver, mais on a l'impression, pour les questions on va dire écologiques et aussi de tendre vers l'autonomie et l'économie circulaire, que moins on en fait, mieux c'est.
Ici, c'est tout à fait le contraire. J'ai parfois l'impression, modulo la dépendance à la voiture, qui est un vrai problème, mais que à certains égards, plus on fait, plus on travaille, mieux c'est. Et là, on les voit, les circuits courts. On les voit, les échanges formels, informels, qui peuvent tendre vers l'autonomie. On voit comment, avec le voisinage, on peut s'insérer dans effectivement des circuits qui tendent vers la sobriété, l'autonomie, et tout ça est très passionnant, et on voit la possibilité et l'opportunité de construire des systèmes de plus en plus efficients. Alors, les métropoles denses ont leurs avantages. Le chauffage en immeuble collectif est quand même plus efficient que le chauffage d'une bâtisse, et d'ailleurs on travaille à un projet de remplacement de la chaudière, donc on a encore beaucoup de travail pour tendre vers, on va dire, davantage d'autonomie ici. Mais en tout cas, on voit la possibilité, on voit le bout du chemin. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce projet-là. Après, ce qui est important de noter, c'est que l'axe écologique n'était pas le principal axe, que ce n'est pas un projet de préparation à l'effondrement énergétique ou climatique, que néanmoins, il y a une quête d'autonomie progressive, mais il n'y a pas un plan comme quoi en telle année on est autosuffisant en nourriture. Et le but n'est pas de faire de l'autarcie. Effectivement, la motivation principale, c'était la liberté individuelle pour les adultes, pour les enfants, et la gouvernance démocratique autogérée. C'était ça le point de départ du projet d'éco-village de Pourgue. Ouais. Donc en gros résumé, c'est ça, l'autodétermination individuelle et l'autogestion collective. Et ce que je veux dire par là, c'est... J'aime bien revenir un peu à cette histoire que tu racontais de la personne qui tombe dans un piège. C'est quoi ce piège, en fait, d'arriver, en fait, c'est ça, à 25, 30, 40 ans, et de faire une crise et de se dire, mais attends, mais en fait, dans quelle prison je me suis mis moi-même, en fait. Et je pense que là d'où ça vient, enfin, on retourne un peu à l'école 2 secondes, c'est cette formule positive qui est donnée d'égalité des chances. Et ça a l'air très chouette de chercher l'égalité des chances, mais derrière se cache une sorte de présupposé que tout le monde veut avoir la chance maximale et accéder au meilleur statut de quelque chose. Et finalement, ça cache l'idée de méritocratie. On est tous sur la même ligne de départ et que tout le monde, de base, on fait l'hypothèse que tout le monde veut arriver le plus haut possible. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on se retrouve dans ce piège, à être dans cette sorte de course sans limite au meilleur statut social possible et au meilleur revenu possible. Et on mesure notre succès à l'aune de cet indicateur, de cette mesure. Et du coup, Pourgue, en tout cas les personnes qui sont investies ici, je pense, ont tous basculé vers un autre indicateur, c'est est-ce que je me sens bien et est-ce que je suis en train de faire ce que réellement j'ai envie de faire de ma vie. Quels sont les défis qui se posent à ce genre de vie? Beaucoup de projets d'écolieux ratent à cause de problèmes humains. Alors, vous avez des processus démocratiques réglés comme du papier à musique. Vous avez aussi une équipe déjà assez expérimentés tous dans ce genre de mode de vie. Certains ont vécu dans des écolieux avant. Il y a l'ancien staff de l'école dynamique. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup étudié les sujets de gouvernance démocratique. Donc vous passez tous pas mal de temps à faire, entre guillemets, de la politique à petite échelle. Il y a un conseil de village pour déterminer les règles, si je fais court, un comité d'enquête et d'arbitrage pour trancher les cas où on juge qu'une règle a pu être violée. Enfin voilà, vous passez peut-être de l'ordre de 8-10 heures par semaine à vous concerter. Donc c'est fait de manière très bien organisée. Malgré ça, quels sont les problèmes qui se posent et dont devraient être au courant les gens qui nous regardent, qui sont intéressés dans ce genre d'aventure? Il faut savoir que voilà, il y a de la méthode, c'est des choses qui s'organisent, et que malgré ça, cela ne vient pas sans on va dire, obstacles à surmonter. Donc quels sont les obstacles humains auxquels vous faites face malgré tous les bons efforts et toutes les compétences que vous mettez en œuvre? Donc là, tu viens de nommer effectivement une partie de notre dispositif qui était très importante, surtout au début, mais qui reste une petite partie de notre dispositif en fait. Ouais, la démocratie directe, je pense, est hyper importante pour tout ce qui en vient à faire des choix binaires pour trancher à un moment donné oui ou non quelque chose. Ça, c'est super de faire de la démocratie directe pour ça. Le truc, c'est que la vie n'est pas faite de choix binaires en permanence, oui ou non. Est-ce que la limite d'un comportement acceptable s'arrête ici ? Est-ce que le pouvoir qu'on confère à cette personne s'arrête ici, etc. Donc la question des limites est une question importante et vraiment j'invite tous les éco-villages à se poser des questions. Quelles sont nos limites? À partir de quand le groupe se sentirait déstabilisé, en insécurité, et du coup, voilà, où est-ce qu'on s'arrête? Et après, dans ce cadre où on est en train de jouer tous ensemble à l'intérieur de ces limites, se posent énormément de challenges psychologiques, humains, qui sont extrêmement complexes, qui sont la vie elle-même en fait.
Et pour ça, alors il y a quelque chose qu'on a mis en place qui s'appelle les cercles restauratifs, qui est assez génial pour... il y a plein de choses qu'on peut trouver sur YouTube, etc., pour découvrir les cercles restauratifs. Et ça nous permet de considérer tous les conflits humains que nous vivons comme systémiques et comme impactant, qu'on le veuille ou non, l'ambiance du lieu et donc tout en fait. Et on prend soin de garder le dialogue ouvert et d'aller en profondeur pour saisir les enjeux, ce qui se joue humainement derrière tout ça et travailler ensemble là-dessus. Quelque chose d'assez merveilleux aussi qu'on a mis en place, c'est tout ce qu'on est en train de faire au quotidien, les petits chantiers à droite à gauche, le jardin, l'autoconstruction, l'accueil, etc., pour gérer ça de manière fluide. Donc chacun est libre de contribuer à ce qu'il veut, à sa manière. Donc, l'accueil, c'est-à-dire une grande partie du modèle économique repose sur de l'accueil en séjour immersif et sur des formations, un petit peu de prestations de conseil aussi. Et puis après, on peut imaginer encore beaucoup d'autres entreprises à développer pour avoir un modèle économique équilibré, en plus de la sobriété dans la consommation énergétique, alimentaire, etc., qui contribuer au modèle économique. Simplement, en ayant besoin de peu, déjà, on a fait une grosse partie du chemin. Pardon, je te laisse continuer. Oui, c'est ça. Et rapidement là-dessus, en gros, plus de 90% de nos revenus, effectivement, ça vient de l'accueil en séjour immersif ici et de formation. Et il y a une petite partie qui est la revente de produits culturels, donc les livres, les DVD, tout ça, et les événements festifs qu'on organise. On a une guinguette 1 à 2 fois par an où on vient faire la fête ici, il y a des groupes de musique, etc. Et on passe un super moment. Et j'étais en train de parler, du coup, oui, c'est ça, des réunions où on gère, en fait, où finalement, on va tous dans l'informel faire plein de choses, et forcément, on va se créer des nœuds, des zones où ça rentre un peu en conflit et tout ça, dans l'opérationnel, et on a une réunion 1 fois par semaine. Ça s'appelle réunion de gestion par tension. C'est extrêmement efficace, en fait, pour démêler toutes ces choses, pour... toutes les personnes qui ont un besoin, qui rencontrent des enjeux et qui ont besoin d'aide pour faire appel à l'aide, ceux qui rencontrent un défi quelque part ou ils sont coincés quelque part, venir solliciter le soutien du groupe en fait, pour l'aider à surmonter ces défis. Et c'est extrêmement jouissif et efficace et ça se fait dans une super ambiance. En fait, pour dire 2 mots là-dessus, plutôt que l'ambiance d'une démocratie directe qui est en général une confrontation d'idées pour à la fin voter pour ou contre quelque chose, où du coup on va être quand même plutôt dans le débat et la confrontation d'idées. Là, on a une personne qui arrive avec une problématique et il y a plutôt un effet, pas de confrontation, mais de solidarité et de soutien du groupe. Tout le groupe va se mettre au service de comment moi puis-je faire pour t'aider à surmonter ce défi que tu es en train de rencontrer. Oui, très intéressant. Sur quelques-uns des accomplissements, donc après seulement 3 ans, vous êtes quasiment à l'équilibre financier. Au début, pour que les gens puissent se lancer dans l'entreprise, il y avait du chômage, du RSA, mais voilà, c'est arrivant en fin de droit et le temps de monter ce modèle économique, très, très peu de ça. Que dire d'autre? Tu me disais, vous êtes aux alentours de 20% d'autonomie alimentaire, globalement, fruits, légumes, œufs. Sachant que dès votre arrivée, vous avez planté 300 arbres fruitiers, donc d'ici 5-6 ans, vous devriez quand même avoir pas mal de production. Sachant, à nouveau, le but n'est pas de se mettre en autarcie, mais de rajouter à la production locale du territoire et d'échanger avec les autres producteurs. Et c'était 3 hivers qu'on a planté ces arbres, donc en fait, on va commencer à avoir quand même pas mal de fruits, pas mal de pêches dès cette année et tout ça. Et l'année prochaine, on aura vraiment une bonne production de fruits. Donc, de l'autoconstruction, non seulement on va dire, le glamping, donc le camping glamour où vous avez les visiteurs, donc des sanitaires pour ces visiteurs, et puis des habitats légers et autonomes que construisent les villageois eux-mêmes de leurs propres mains, donc des pods, des roulottes, c'est en cours. Vous avez récemment obtenu un permis d'aménager de 14 emplacements d'habitat léger auprès du maire. Voilà. Comment se passent les relations avec le maire? Comment est-ce que ça a démarré et comment ça va aujourd'hui? Alors, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on était un peu impatient et un peu dans notre naïveté, de notre fougue. On a commencé à construire parce que voilà, quoi, il y en a en plus qui étaient là vraiment pour ça. Et puis on se disait, bon, on régularisera plus tard. De toute façon, l'administratif, ça c'est des choses qu'on peut faire en parallèle. On avait entendu que bon, c'est quand même plutôt souple. Voilà, au début, ça a quand même pas mal braqué les autorités. Et à un moment donné, ils nous ont dit stop, arrêtez. Ils ont été assez sympas parce qu'ils auraient pu nous donner une injonction de démolition et tout ça. Enfin, ils étaient dans leur droit de nous le demander.
Mais ils ont dit juste stop et attendez qu'on régularise, attendez de clarifions le projet ensemble. Ils nous ont vraiment tendu la main pour dire mais travaillons ensemble et tout. Et c'est vrai que nous, on était tellement dans nos trucs et tout ça que on n'était pas suffisamment dans le contact en fait. Donc on s'est remis en question. Il y a une équipe de 3 personnes qui sont allées vraiment à fond, aller travailler avec le maire, aller travailler avec toutes les instances d'urbanisme qui sont concernées par ça. Ça a été quand même une sacrée galère, ce permis d'aménager, c'est hyper long, il y a beaucoup d'allers-retours avec l'administration. Bon, c'est la vie, l'urbanisme, c'est un peu compliqué en France. Mais au final, là, surtout que ce projet est un peu particulier. Et il est un peu atypique, un peu particulier. Il est hybride entre de l'habitat collectif partagé, où on est en éco-village, et un projet touristique. Ouais. Et en fait, le but du permis d'aménager, c'est de développer des capacités d'hébergement des visiteurs de plus ou moins longue durée, certains qui viennent pendant une semaine. On est en train d'essayer de développer ceux qui viennent plutôt pendant 1 mois, voire plusieurs mois séjourner chez nous. J'en sais quelque chose, ma résidence le premier exemple secondaire. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on développe ici. Et puis bon, voilà, là on a le bonheur d'avoir eu le permis d'aménager, donc on va vraiment pouvoir développer notre activité de manière suffisamment conséquente pour que, économiquement, on soit viable et surtout que le village soit suffisamment nourri, pas que de visiteurs qui viennent faire du farniente, mais c'est des gens vraiment qui viennent, qui s'engagent, qui s'investissent, qui font des choses pour le lieu, qui, je sais pas, contribuent notamment au développement du jardin ici. Et dont on a besoin, donc oui, c'est vraiment en bonne voie. À votre arrivée, il y a eu quelques, on va dire, rancœurs de certains habitants locaux. Je pense quelqu'un qui a mis un commentaire sur un réseau social, secte de hippie, point, entrée, et il se casse. Bon, moi je dirais, il y a de nombreux points par lesquels l'éco-village de Pourgue diffère d'une secte. À peu près sur tous les points. Donc déjà, il n'y a aucune injonction à longueur de journée par des pubs ou que sais-je à consommer quoi que ce soit. Bon, toute vraisemblance avec un système autre que l'éco-village de Pourgue est accidentel. Il n'y avait pas de ticket d'entrée financier pour entrer dans le projet. Tu as toi-même contribué à hauteur d'une bonne moitié de l'investissement initial pour acquérir le lieu en vendant un appartement à Paris. Donc voilà, on ne dit pas que c'est à portée de main de 100% des Français, mais il y a, je dirais, des millions de Français, détenteurs d'un certain patrimoine qui peuvent se permettre ce genre de transition en accomplissant tout ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est pour le ticket d'entrée. Il n'y a pas non plus d'obligation pour contribuer aux frais d'exploitation, aucune obligation de ticket à mettre non plus, mensuellement. Donc pour couvrir les besoins de subsistance de tout le monde, donc nourriture, le crédit restant du lieu, le carburant des voitures pour les déplacements, on va dire qui bénéficient à tous, et l'énergie de la bâtisse, tout ça, toutes ces dépenses de subsistance sont gérées par le collectif. Il y a un pot commun, il n'y a pas d'obligation à ce que quiconque mette plus qu'un autre, et en plus maintenant le collectif génère son propre modèle économique. Donc les questions d'argent sont tout sauf caractéristique d'une secte. Une des grandes fiertés d'ailleurs de ce village, c'est que c'est vraiment une contribution libre en conscience de chacun. Et c'est ça, une des grosses différences entre ce que nous on fait ici et je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs, qu'il y a une telle confiance en l'individu qu'on sait que oui, tu vas faire un choix pertinent en fait. Si tu as envie que ce lieu perdure, tu vas contribuer à la hauteur de ce que tu peux, de ce que tu veux, qui te permettent par ailleurs d'avoir tes extras pour tes propres besoins et tout, et on te fait confiance que tu vas mettre dans le pot commun ce qui est pertinent. Certains enfants ont choisi d'aller à l'école, d'autres enfants choisissent de rester à l'éco-village et prendre eux-mêmes en main les choses. Et ceux qui ont décidé d'aller à l'école d'ailleurs prennent aussi en main les choses en choisissant d'aller à l'école, donc il n'y a pas non plus de sectarisme par rapport à ça. Il n'y a pas un dogme collectif établi qui serait contre l'école. L'école est un choix, tout comme je vais faire du vélo ou au cirque. Si tu as envie de t'engager dans un parcours scolaire, et les enfants, donc il y a 2 enfants qui continuent d'aller à l'école aujourd'hui, et en plus qui ont réussi à négocier un mi-temps avec l'école publique, c'est quand même, assez extraordinaire. De voir ça, donc de voir à quel point les enfants ici se débrouillent aussi pour fabriquer leur propre parcours et qu'on ne les limite nulle part. On ne leur dit même pas que l'école c'est pas bien, c'est nul, machin et tout, pourquoi tu vas à l'école, ça sert à rien. Non, il n'y a pas ce discours, juste fais ta vie en fait. Comme si un adulte allait à une usine et qu'on lui disait pourquoi tu vas travailler pour le complexe, tu vois, pourquoi tu vas travailler pour le pétrole et tout ça. Non, s'il y a quelqu'un qui veut travailler pour le pétrole, ça le concerne en fait, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, j'ai des amis qui travaillent dans le pétrole et après tout, on a encore besoin, y compris nous, pour aller au marché local, ne serait-ce faire les courses pour tout le monde. Après, une grande partie du modèle tient aussi à la mutualisation de beaucoup de dépenses. Donc, par exemple, il n'y a pas besoin à ce que 15 ménages prennent chacun leur voiture pour aller faire leurs courses. Donc, c'est une seule course qui approvisionne le village
en une semaine pour le pain par exemple, ou pour les produits laitiers auprès de la crémière du coin, ou auprès du marché local pour les fruits et légumes. D'ailleurs, vous mangez beaucoup plutôt local, plutôt bio, plutôt végétarien, et après, bon, pour tous ceux qui veulent consommer à côté de ça, c'est sur leur denier personnel. C'est bien ça. C'est ça. 100% bio, et même bien au-delà du bio, parce que nous, les légumes qu'on achète, donc il faut savoir que le bio... C'est de saison aussi. Vous vivez avec deux saisons, les cycles de la nature qui deviennent pour vous naturels maintenant. C'est ça, je t'ai un peu engueulé d'ailleurs l'autre jour parce que tu as acheté des courgettes et des concombres alors qu'on est en février, donc bon, c'est un truc qu'on acquiert au fur et à mesure d'habiter proche de la nature. On se rend compte que, un Parisien hors sol peut ne pas être au courant de tout ça, alors que quand c'est dans le mode de vie naturel, absolument. Donc oui, en ce moment, c'est les courges, les poireaux, les pommes de terre, les patates douces, tout ça, et on fait régulièrement des soupes, des poêlés, etc. avec ce qui est de saison en fait. Et après, alors il faut aussi savoir que le bio, bon, ça c'est quelque chose qui est un peu... qui est pas trop dit, mais en fait le bio parfois peut être encore plus consommateur de pétrole que le non bio. Ça peut nuire à la qualité des sols agricoles avec un travail excessif du sol, tout autant que l'agriculture conventionnelle aussi. Et pourquoi un travail excessif du sol ? C'est parce que c'est pour désherber. On va désherber du coup avec d'énormes machines plutôt que de le faire avec un produit chimique. Donc voilà, de toute façon on est en train de consommer du pétrole et on est en train de remuer la terre, de la retourner et tout ça, et puis de perturber sa vie et microbienne et la vie de manière générale. La seule vraie plus-value du bio que j'ai cru comprendre, c'est la préservation de la biodiversité, enfin une moindre écotoxicité que l'agriculture conventionnelle. Sinon, pour le reste, sur les sols, ça peut même consommer plus de terre. Pour la pollution de l'eau, il y a de la pollution en bio, il y a de la pollution en conventionnel. À nouveau, ça n'assure pas la préservation de la matière organique du sol en raison d'un travail excessif. Ça a peut-être un petit peu moins d'émissions de gaz à effet de serre, et encore, si on se mettait au tout bio, on aurait peut-être besoin de déforester davantage, parce qu'il y a quand même besoin de davantage de terre. Enfin, voilà, la plus-value du bio ne me semble pas si énorme parfois par rapport au prix supplémentaire quand même qu'on paye. Mais vous allez au-delà de cela. Au-delà, donc il faut imaginer, alors il y a plein de choses en fait. Donc il y a les semences, d'où viennent les semences. Donc nous on achète chez des maraîchers par exemple qui reproduisent eux-mêmes leurs semences, qui ne vont pas acheter chez des grands groupes industriels qui fabriquent des semences hybrides qui sont non reproductibles. On a des maraîchers les maraîchers chez qui on achète, et nous-mêmes ce qu'on fait, c'est de l'agriculture écologique sur sol vivant. Ça veut dire qu'on va nourrir le sol avec beaucoup de matière carbonée pour développer la vie dans le sol, la vie microbienne, les insectes, voilà, enfin toute la vie qui permettra ensuite de nourrir les plantes. Ça veut dire qu'on ne vient pas mettre des engrais, des intrants qui viennent nourrir les plantes directement, on développe du sol en fait, on fabrique du sol. Et puis, que dire d'autre sur ce type d'agriculture ? Oui, on travaille principalement à la main, et les maraîchers chez qui on achète travaillent aussi parfois avec de la traction animale. Donc là, on voit que la consommation de pétrole est extrêmement faible. Parfois, il y a un coup de tracteur la première année pour travailler le sol la première année. Et on a même un maraîcher qui est un peu notre maraîcher préféré, qui n'a même pas fait ça et qui juste met plein de poules en fait. Et lui il dit mais moi je mets des poules, en fait elles travaillent mon sol, elles enlèvent toute l'herbe et tout ça et ça suffit. Donc voilà, on est vraiment dans de l'artisanal, on est très proche de la nature. Et... On ne prétend pas ici, voilà, je pense, avoir trouvé les solutions miracles et inciter tout le monde à faire pareil. J'entendais encore l'autre jour dans un débat sur LinkedIn à dire cette histoire de transition agricole, ne serait-ce nourrir le sol et développer la matière organique, y a-t-il ne serait-ce assez de foin dans le monde pour que tout le monde fasse ça. Voilà. On n'est pas en train de dire qu'on a tout compris pour la transition de notre civilisation, mais que ce genre de contexte offre de nombreuses voies et de nombreuses opportunités pour explorer sur comment faire mieux ou du moins moins mal, plus circulaire, plus sobre en ressources, mais aussi plus social, puisque le travail d'agriculteur est parfois souvent un travail solitaire, où on s'endette lourdement, c'est un chef d'entreprise qui fait face à beaucoup de contraintes, entouré de techniciens, entouré de créanciers, et qui au milieu de tout ça, mon sol, enfin c'est ce que beaucoup d'agronomes me disent à ce sujet-là, c'est le métier d'agriculteur est très difficile et aussi seul, mais là on voit quand même en mettant du social au centre de ces préoccupations-là et en tissant des réseaux, que c'est potentiellement plus épanouissant pour vos maraîchers avec qui vous travaillez. C'est super sympa. Enfin, même nous, ici, localement à Pourgues, donc, les maraîchers qui sont souvent en couple, ceux chez qui on achète, et parfois, ils ont souvent des woofers, en fait, qui viennent les aider. Donc oui, il y a plus de social déjà. Et nous, ici, à Pourgues, ce qui est génial, c'est que on habite ensemble, donc nos collègues de travail sont aussi nos colocataires.
il y a une vie sociale et une qualité du lien et une intensité du lien qui est quand même exceptionnelle. Et juste pour donner un exemple, l'autre jour, on s'est réunis à 6. On a pris les brouettes et on est allé mettre du broyat dans la serre, et un travail qu'on a fait à 6 en une demi-journée, voilà, si quelqu'un était tout seul, ça aurait été hyper dur à faire, ça aurait mis vachement longtemps. En fait, c'est juste le côté, c'est un peu, comment dire, quand on fait face à une sorte de montagne de travail où on se dit oh là là, pendant 3 jours je vais devoir pousser des brouettes, c'est un peu désespérant, alors que là il y a une ambiance, c'est un peu festif, on le fait tous ensemble, on est là, on discute au passage. Donc oui, il y a le lien qui se développe en parallèle de faire un travail utile pour se nourrir. Absolument. Comment dire, alors, il ne s'agit pas de revenir au Moyen-Âge ou revenir au XIXe siècle ou que sais-je, mais effectivement s'inspirer à la fois du passé et de ce que faisaient les anciens, et puis aussi s'inspirer de nouvelles technologies, de low-tech ou que sais-je. Enfin, qu'est-ce qu'on peut développer aussi comme nouvelles solutions, soit énergétiques ou alimentaires, pour faire davantage d'économie circulaire. Donc je pense que c'est un peu ce que je vois aussi, c'est de marier le meilleur des deux mondes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre comme impact important de l'éco-village, je trouvais aussi, c'est le fait de recevoir, alors tu parlais de woofers, mais aussi tout simplement des centaines de visiteurs chaque année, qui viennent soit en séjour immersif, soit en formation, qui à leur tour peuvent reproduire ce qu'ils ont observé et ce qu'ils ont appris, qui voient qu'il y a des opportunités pour créer des systèmes alternatifs, mais aussi plus efficients, qui pourraient, pour le coup, vraiment préparer l'après-pétrole et la résilience face au dérèglement climatique. Donc moi je suis très sensible à ces sujets-là, en plus des sujets de liberté individuelle, etc. Mais c'est concrètement les sujets de résilience territoriale. Et je suis de ceux qui pensent qu'il va falloir que le modèle de métropole dense, qui nécessite beaucoup d'énergie et d'autres ressources naturelles et de matériaux, rien que pour s'approvisionner en besoins de base. Enfin, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui rien que pour approvisionner les villes denses en nourriture. C'est-à-dire, sans Internet, par exemple, le système logistique ne fonctionne plus. Donc Internet avec une nouvelle couche d'énergie et de matériaux pour faire fonctionner Internet, etc. etc. Donc c'est sans fin. Je ne sais pas exactement où ça va, alors que le modèle peut-être de ville moyenne, petite ville, voire carrément la campagne, alors qu'il y a aussi ces difficultés pour la mobilité et pour le chauffage, c'est peut-être moins efficient qu'une ville dense, mais on voit quand même davantage de possibilités pour faire ce qu'on fait ici, concrètement, mais si demain, comme ce qui est arrivé à Cuba en 1990, la France se voyait couper de la moitié de son approvisionnement pétrolier. Je ne sais pas exactement ce qui se passerait, mais je vois les Ariégeois davantage près que les Parisiens. Oui, voilà. Tout le monde ici, pas tout le monde, mais beaucoup savent jardiner, seraient prêts au cas où. Personnellement, pour avoir repéré pas mal de producteurs locaux qui en fait n'ont pas attendu les théories de l'effondrement pour faire de l'autonomie, qui fonctionnent déjà en quasi, peut-être pas 100% autonome, mais très autonome. Voilà, le jour où c'est nécessaire, je dis je veux bien vous donner un coup de main parce qu'il y a moins de carburant pour faire tourner votre tracteur ou que sais-je. Enfin, on voit quand même déjà un petit peu du dispositif post-pétrole en place. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais en tout cas, je le vois davantage qu'en ville. Alors, c'est clair, la résilience sur ce territoire-là est aussi assez énorme du fait encore une fois, je reviens là-dessus, mais la qualité du lien et le réseau d'entraide qui est déjà existant ici, en fait. Je ne sais pas combien de personnes, quel est le pourcentage de Français qui sont en fait isolés dans leur appart à connaître presque personne, et s'il avait besoin d'un coup de main, ou s'il avait... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont personne sur qui compter, tout simplement, qui sont vraiment un peu seuls au monde. Et... Le PIB, ici, ne va pas forcément refléter la valeur complète des échanges entre les gens. Ouais, parce que le PIB ne reflète pas la qualité du lien social, qui est, dans un système résilient, quelque chose qui est fondamental. Ni les potes qui viennent t'aider dans un chantier participatif à finir un habitat léger. C'est ça, ici, on a des habitants qui avaient besoin de construire une pièce en plus, c'est les constructeurs du groupe qui s'y connaissaient, qui ont fait le truc, parce que les personnes qui avaient besoin de cette pièce, en plus, n'avaient pas les compétences. En fait. 10 ou 20 000 euros de PIB qui, dans les statistiques, vont compter pour... Ouais, 0. Moi, en fait, à chaque fois que j'ai eu besoin de réparer un truc dans là où je vis, j'ai pas eu besoin de payer un artisan avec toutes les charges sociales qui vont avec, etc. Toutes les compétences, en fait, énormément de compétences sont là, même pour réparer ma voiture, changer les disques, etc. Et tout. Enfin, il y a quelqu'un qui s'y connaît pas mal en mécanique et qui a en plus transmis ses compétences de mécanique à d'autres. Donc en plus, il y a de la formation qui se passe de manière permanente. On apprend tous à cuisiner mieux, etc. Enfin, bref, c'est énorme ce qui se passe. Et qu'est-ce que je voulais dire ?
Ce que je note aussi, et je le vois parfaitement sur LinkedIn et ailleurs, mais sur LinkedIn où j'ai quand même une communauté de contributeurs de beaucoup de secteurs très variés, finance, armée, énergie, agroalimentaire, etc. Je pense que nos conversations auraient fait rire beaucoup de gens il y a 5-10 ans, voire il y a 2 ans. Là, je sens de l'intérêt. Alors, ça fera peut-être toujours rire certains, peu importe, mais je sens vraiment une effervescence autour de ce genre d'idées qui, sans dire que ça convienne à tout le monde, beaucoup vont dire ah non, mais moi c'est pas du tout mon truc, mais ce que vous faites est loin de me faire ricaner. Ouais, c'est ça. Donc ça, je trouve ça assez positif et je peux témoigner que c'est ce que je vis ici et ce que je restitue à l'extérieur intéresse des gens et j'espère continuer à apprendre pour pouvoir aussi aider d'autres qui à leur tour voudraient reproduire l'expérience, avec qui j'échange presque tous les jours. Oui, le discours ambiant, c'est toujours doux rêveur, utopiste, etc., néo-hippie, etc., qui n'ont pas compris qu'on a déjà essayé et ça marche pas et tout. Ben non, on a essayé, ça n'a pas marché, donc on continue d'essayer en fait. C'est ça ma politique, c'est on continue d'essayer d'entreprendre des trucs. Pourquoi ? Parce que je me suis souvenu de ce que je voulais dire, c'est que la valeur qu'on va tirer de vivre ensemble est tellement énorme intuitivement et il faut un peu l'expérimenter pour se rendre compte. On ne peut pas planifier en fait de comment est-ce que le vivre ensemble en communauté va générer de la valeur. Donc là, j'ai parlé de l'entraide et tout ça. Et pour reboucler la boucle avec l'histoire de l'écologie, pour moi, rien que le fait qu'on est venu partager des espaces communs ensemble est extrêmement écologique. Ici, on est venu vivre dans une bâtisse commune, ça veut dire que chacun a des petits espaces privés, alors que normalement chacun a sa cuisine, sa propre cuisine, son propre salon, etc., va avoir ses propres outils de bricolage et tout. Ici, on partage des espaces communs, donc des espaces qui sont chauffés pour un grand nombre de personnes, et des outils qu'on partage en commun, etc. Et quand on fait la somme, je pense, de tous ces trucs qu'on partage, en termes d'empreinte écologique, on est en train de faire une énorme économie et d'énergie et d'impact sur l'environnement. Donc moi, c'est quand on me pose la question, mais attendez, mais vous n'êtes pas encore vraiment écologique, vous n'avez pas encore une éolienne et tout ça, et je leur dis, mais attendez, mais vous êtes passé à côté du principal de la principale chose qui fait qu'on est écologique ici, c'est les petits espaces privés en fait. C'est la manière de revoir la manière d'habiter ensemble. C'est vrai que je me suis rendu compte, l'écologie, c'est pas qu'une question de technologie, loin de là, c'est une question d'organisation, et c'est pas antinomique avec les questions sociales. Donc moi j'ai mis du temps à comprendre ces questions de convergence des luttes. Je me suis dit, pour faire du progrès social dans notre modèle, il faut faire de la croissance économique qui, jusqu'à preuve du contraire, est très lourdement couplée avec la consommation d'énergie et de matière. Je renvoie une fois des pas coutumes aux travaux de Jean-Marc Jancovici sur ces sujets-là. Donc je voyais pas donc j'ai vu les gilets jaunes venir demander à juste titre davantage de salaire et rétribuer à la juste valeur de leur travail. Mais comment passer de 1200 par mois à 1500 par mois sans détruire encore davantage la planète ? J'ai pas encore de réponse à cela. Néanmoins, des modèles qu'on peut observer qui conjuguent écologie et lien social, on les voit. Et je dirais même qu'avant toute écologie, parce que écologie, quelles sont les solutions technologiques pour faire comme on fait aujourd'hui ? Ça ne marche pas, on voit juste, il n'y a pas de transition énergétique, il y a de l'empilement énergétique, on veut consommer toujours plus, mais il n'y a pas de substitution des énergies fossiles. Il faut réduire. Il faut réduire, mais avant même de réduire, mettre le social au centre de tout ça. Moi, c'est ici que j'ai compris ça, que avant toute chose, il y a le social et la démocratie locale à petite échelle. Et ça, on en a parlé avec Stéphane Linou, à échelle locale, les maires ont une superbe carte à jouer pour bâtir du lien social, de la résilience, et tout ça est facteur d'attractivité. Et le maire de Chalabre, à qui on parlait l'autre jour, c'était sa vision. C'était, les citadins ou les retraités en quête de bien vivre et de sécurité alimentaire et physique, lui voulait faire de son territoire vraiment un territoire attractif en misant justement sur la production locale, sur l'écologie, etc. Donc je suis très heureux de pouvoir assister à ça et j'espère aussi y contribuer de plus en plus. Des mots de conclusion sur des questions de résilience, écologie ? En résumé, justement, cette histoire de lien, de qualité du lien social, de mettre l'humain et le social d'abord, et effectivement, quand quelqu'un ensuite est dans un tissu relationnel sain, dans lequel il se sent bien, en général, quand tu te sens bien, tu as moins besoin d'addiction, de consommation, etc. Donc tu vas être moins addict au pétrole et à la croissance infinie et tout ça.
Donc pour moi, le lien, il est hyper direct. Il y a un couplage direct entre social, bien-être et réduction de la consommation et réduction de l'empreinte écologique. On n'a pas besoin de consommer plus quand on se sent bien à l'intérieur. Merci beaucoup, Ramin, d'être interviewé dans notre émission. Et merci beaucoup aussi pour ce projet où moi aussi, personnellement, je trouve beaucoup de sens et m'y épanouis et trouve de nombreuses voies à explorer. Eh bien, tu reviens dans cette émission Plan B quand tu veux. Merci, c'est sympa.